Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là sur 01 TV, la chaîne de votre vie numérique qui, vous le savez, chaque jeudi vous propose 01 Hebdo, une heure pour débriefer l'actu tech avec nos experts et la rédaction de 01 Net. Je suis ravi bien sûr de vous retrouver avec au sommaire de 01 Hebdo cette semaine, plein de bonnes choses, comme par exemple Snapchat qui s'apprête à lancer un tout petit drone qui va vous permettre de prendre des selfies. Il s'appelle Pixie, on en parle dans un instant dans l'actu. Autre actu, et encore toujours dans le monde du petit, c'est la plus petite enceinte Marshall qui vient de sortir, une petite enceinte portable qui est toute mignonne. On en parlera avec le porte-parole France de Marshall qui sera sur ce plateau. Dans notre rendez-vous Tech Care, eh bien, on vous donnera les tuyaux d'une petite appli sympa qui s'appelle Mouvance et qui vous permet en fait de vous déplacer en ayant le moindre impact carbone. Et puis Margot sera là tout à l'heure pour une petite sélection d'applis Made in France, car ça fait du bien de temps en temps eh bien, de pousser un joli cocorico. Voilà, merci d'être là, c'est parti pour 01 Hebdo sur 01 TV. Grand merci d'être là, fidèle à 01 Hebdo, comme chaque semaine. 01 Hebdo que vous pouvez retrouver sur la chaîne 01 TV sur les box Free, SFR Orange et depuis peu Bouygues Télécom. On salue tous ceux qui nous regardent d'ailleurs sur les B-Box. Et puis, sachez que, bien sûr, vous pouvez retrouver le replay de 01 Hebdo à la fois sur YouTube, mais aussi sur l'appli RMC BFM Play. On attaque tout de suite donc 01 Hebdo, vous le savez, avec l'actu de la semaine. Et c'est eh bien Amélie Charnet qui me rejoint tout de suite. Amélie Charnet, journaliste à 01net.com. Salut Amélie. Hello. Ravi de te retrouver. Spécialiste donc de tout ce qui touche au télécom. On va en parler dans un instant avec voilà, une page qui se tourne, l'horloge parlante qui ne va plus parler. Et oui, il faut dire qu'on passe dans une autre ère maintenant, et depuis pas mal de temps. L'Europe qui, vous le savez, souhaiterait faire payer les GAFAM et surtout donner de l'argent aux opérateurs qui en ont un peu marre en fait, de supporter une grosse partie des coûts de la bande passante, Internet qui arrive jusqu'à notre maison. Et puis on évoquera aussi Elon Musk qui veut passer Twitter, vous le savez, en tout cas en payant, pas pour tout le monde, rassurons-nous, surtout pour les professionnels et dans certaines configurations. Mais pour débuter, tiens, un petit produit rigolo que je voulais vous présenter dans 01 Hebdo. C'est vrai que parfois, on cherche toujours quelqu'un qui veut faire des photos quand on est, par exemple, je ne sais pas moi, devant un beau panorama, etc. Et c'est vrai que ça fait un peu relou, toujours. Excusez-moi, vous ne pouvez pas prendre une petite photo et tout, etc. Eh bien non. Maintenant, vous allez avoir votre assistant selfie qui arrive et il s'appelle Pixie et c'est Snapchat qui a inventé ça. Regardez ce petit appareil qui est tout rigolo, voilà. Vous voyez, c'est tout petit, et en fait, il suffit de le poser sur votre main et il décolle pour faire des photos à votre place. C'est un peu le drone de rêve, en quelque sorte. Un tout petit drone qui intègre évidemment tout ce qu'il faut pour communiquer avec le smartphone. Snapchat donc s'apprête à lancer ce produit. Il sortira en mai prochain. Attention, il faut s'accrocher, ça coûtera entre 230 et 250 €. Ça fait cher le gadget. Mais bon, pourquoi pas. Ça pèsera une centaine de grammes. C'est une véritable prouesse technologique, quand même, puisque là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour faire des photos, avec une qualité, somme toute, tout à fait respectable. Des photos et des vidéos. Mais attention, on ne pourra pas faire, je ne sais pas moi, tourner Star Wars avec ça, parce que l'autonomie est quand même assez limitée. Vous avez quelques dizaines de secondes d'autonomie, à chaque fois pour faire soit des petites vidéos compatibles Snapchat, mais aussi quelques photos. Ce qui est intéressant, c'est que Ivan Spiegel, qui est le PDG de l'entreprise Snapchat, a dit que d'un côté, il y a ces drones volumineux qui peuvent être parfois dangereux, parce que c'est vrai que c'est des gros trucs dont on n'a pas aussi
aussi forcément toujours l'autorisation pour les faire voler. Et puis de l'autre côté, ce petit appareil qui est voilà, une espèce, pour lui, pour le patron de Snapchat, un téléphone qui peut voler. Ça arrive en mai prochain. Et il nous tarde de le tester parce que typiquement, c'est le genre de petit gadget qui nous fait craquer. Non, Amélie, qu'est-ce que tu en penses de ce petit drone Pixie? Alors, c'est le fait qu'il soit hyper compact qui est intéressant parce que sinon, en fait, c'est des fonctionnalités qui existent déjà sur les drones. Hein. Il y avait des fonctions automatiques où le drone pouvait vous suivre si vous faisiez du vélo, si vous faisiez, je sais pas, voilà, si vous couriez. Des petits jogging, des trucs comme ça. C'était déjà possible. Ce côté selfie, il existait déjà, mais il fallait quand même débourser beaucoup plus cher. Et puis, effectivement, c'était avec des appareils beaucoup plus lourds, beaucoup plus massifs. Là, on peut se dire, je pars en rando, je pars à la plage, je peux le mettre dans mon sac. Voilà, parce que c'est tout petit. Ouais. Ça, c'est plutôt pas mal. À voir. Bon, après, effectivement, voilà, il a été conçu pour fonctionner avec Snapchat. Hein. Snapchat, c'est quand même 300 millions d'utilisateurs dans le monde. Ça fait du monde. Il faudra savoir après comment on peut rendre compatible ce type d'appareil. Est-ce qu'on peut voilà, poster sur les autres réseaux sociaux avec ce type de drone? Parce qu'on voit que malgré tout, c'est un produit Snapchat, hein, un peu comme les Spectacles qui étaient sortis il y a quelques années de cela, qui avaient rencontré d'ailleurs un succès assez mitigé, hein, ces lunettes connectées. On peut dire que c'est un échec industriel, hein, avec moins de diplomatie. C'est ça. Voilà, intéressant comme produit. Dans l'actualité donc de la tech et des télécoms, on le disait, Amélie, pas mal de choses hein, cette semaine, comme par exemple une page qui se tourne. Eh oui. Avec l'horloge parlante. C'est la séquence nostalgie. Séquence nostalgie. Alors, bon, pour être tout à fait honnête, les plus jeunes d'entre nous n'en ont peut-être jamais entendu parler, je pense. Non, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui nous regardent, qui se disent l'horloge parlante. Mais c'est mon Google Home ou mon Alexa, l'horloge parlante. Et pour ceux qui connaissent, ils pensaient peut-être que c'était fini depuis longtemps aussi, parce que c'est vrai que je pense que dans l'imaginaire collectif, en tout cas pour moi, c'est un peu un truc de grand-mère, pour tout dire de ma grand-mère. Mais oui. Ma grand-mère utilisait l'horloge parlante et c'est bien la seule personne que j'ai vue l'utiliser. J'en parlais avec notre rédacteur en chef Éric Le Bourlou et c'était pareil, il me disait ma grand-mère en Bretagne, elle utilisait l'horloge parlante. Donc c'est quand même un vieux truc. Donc c'était un service tout simplement téléphonique. On composait le 3699 et quelqu'un, une voix automatique, vous donnait l'heure. Avec un robot à la seconde près, attention, il sera... Attention, c'était l'heure légale française, c'est-à-dire l'heure exacte. Donc c'était quand même tout un système avec, qui a été inventé en 1933. La France a fait une première mondiale incroyable. C'était la première fois qu'on créait un système automatique pour lire l'heure. Incroyable. Voilà. Et donc on doit ça à l'Observatoire de Paris, donc à des astronomes au départ, hein, qui avaient des horloges fondamentales qui permettaient d'avoir une heure hyper précise. Et le directeur de l'astronome, en fait, il en avait marre. Il avait une ligne téléphonique unique à l'Observatoire de Paris. Et les gens l'appelaient toute la journée et mobilisaient la ligne pour lui demander quelle heure il était. Et il n'y avait que le directeur qui avait une ligne téléphonique. Oui, et il s'est dit, mais il faut ouvrir une seconde ligne et il faut trouver une solution pour que j'arrête de leur dire quelle heure il est. Et alors, il lance en février 1933 ce service et le standard est débordé. Il y a 140 000 appels le premier jour. Tout le monde voulait savoir l'heure, mais en fait, il faut bien se représenter que les gens n'avaient pas tant de moyens que ça d'avoir l'heure exacte française. Et on est en quelle année là, tu m'as dit 1933. Voilà, donc c'est la première fois au monde que ça se fait. La radio existait, mais c'était vraiment un produit de luxe. Donc finalement, pour avoir l'heure exacte, il y avait quoi, les montres? Il y avait des montres déjà, il y avait des Aurora. On pourrait se décaler, etc. Voilà. Donc c'est vrai que l'heure était une denrée rare, une information qui avait de la valeur. C'est ça, et là il fallait le diffuser sur tout le territoire. Donc c'était très très utile à cette époque-là. Alors aujourd'hui, évidemment, on a des ordinateurs, on a des smartphones qui ont l'heure exacte. Bien sûr. Parce qu'ils sont mis à jour avec Internet, etc. Exactement. Donc, l'utilité est moindre. Alors, donc, les appels, il y en a de moins en moins, évidemment. Il y a encore des gens qui appellent. Le 36 99. Il faudrait les retrouver. C'est fou, ça. J'avais fait un sujet sur la fin du Minitel où j'avais retrouvé les derniers utilisateurs du Minitel. Et là, je me disais peut-être retrouver les derniers utilisateurs de l'horloge parlante. Incroyable. Mais alors, le principal problème, c'est que ce service fonctionnait avec des équipements qui sont arrivés en fin de vie. Et Orange, qui gère ce service, n'a évidemment pas envie de réinvestir dans des équipements pour un service qui n'est plus utilisé par personne. Donc, oui, parce que c'est plus rentable, bien évidemment. Et pourtant, il est surtaxé quand même cher parce que ça coûte 1,50 € en plus de l'appel. Non. Pour connaître l'heure. Oui. Donc, ça n'a pas toujours été le cas. Au départ, c'était gratuit ce service. Oui. Mais donc, malgré ce surcoût,
c'est plus trop rentable. Voilà, l'horloge parlante qui cessera de fonctionner donc. Le 1er juillet, on l'a pas dit. Le 1er juillet. Voilà, il y a des petits messages en attendant quand vous appelez pour vous prévenir. Et à partir du 1er juillet, ça sera plus heureusement payant de tomber sur un message qui vous dira c'est terminé, le service est fermé. Voilà, le message sera gratuit. Et là, à partir d'octobre, plus de messages du tout. Là, quand vous appellerez le 3699, il n'y aura plus rien. Une page qui se tourne. Et oui. Voilà, mais la technologie, encore une fois, est passée par là. Et c'est vrai que autant l'heure, c'était une denrée rare, une information qui avait beaucoup de valeur il y a encore quelques années. Et puis là maintenant, c'est vrai qu'on est tout le temps connecté. Donc, exactement. Voilà, ça c'était la première actu télécom. Il y en a une autre aussi qui est très intéressante, alors qui est un peu économique, mais qui, vous allez voir, et intéresse tout le monde, parce qu'on est tous concernés par ça. C'est eh bien notre abonnement télécom. Aujourd'hui, on paye un abonnement télécom, un opérateur, SFR, Orange, Bouygues, Free, etc., ou d'autres. Mais il faut savoir que derrière tout ça, il y a toute une connexion qui se fait avec les grands services américains, les GAFAM, les Google, les Apple, les Netflix, les YouTube notamment. Et les opérateurs voient ça d'un mauvais œil parce que finalement, ces grands noms de la tech américaine devraient peut-être participer un petit peu plus aux dépenses des télécoms pour que justement tous ces services arrivent jusqu'à nous, en fait. C'est ça. Bon, donc les opérateurs, ils dépensent des milliards en fait pour tirer des lignes en fibre optique, pour faire de la 5G, pour faire des interconnexions. Parce qu'en fait, quand par exemple on regarde Netflix, heureusement, le contenu qu'on voit, il n'est pas aux États-Unis. Notre connexion ne va pas chercher le contenu jusqu'au serveur outre-Atlantique. Donc il y a plein de petits serveurs cachés localement, distribués sur tout le territoire. Donc ils sont peut-être au coin de votre quartier finalement. Voilà. Et qui permettent en fait, ou tout Netflix par exemple, on prend Netflix ou alors peut-être pas tout YouTube parce que c'est impossible, mais peut-être les vidéos les plus vues sur YouTube sont stockées. YouTube a effectivement aussi recours à ce genre de distribution. Et donc, en fait, ça nécessite aussi de s'interconnecter avec les opérateurs. Donc, tout ça, ça a un coût. Et les opérateurs disent, écoutez, alors ils ont fait une étude. Qui était soi-disant objective et neutre, évidemment, mais bon, on sait très bien que c'était le lobby des opérateurs européens qui était derrière. C'est eux qui ont payé l'étude, voilà. Donc voilà. Et ils ont dit, alors pour le coup, je pense que le chiffre, il est objectif. 56% du trafic Internet mondial l'année dernière était concentré par les GAFAM, donc c'est-à-dire évidemment Alphabet, Meta, Apple, Microsoft, Amazon, plus Netflix. Donc en fait, c'est quand même tous les services qui font beaucoup de vidéos. Parce que quand on dit Amazon, c'est Amazon Prime Video. Quand on dit Alphabet, c'est en fait essentiellement YouTube. Et Facebook, ça va être les vidéos aussi à chaque fois. Donc les vidéos... les vidéos d'Instagram aussi. Voilà. Les vidéos, ça prend une place considérable. Ça truste vraiment le trafic Internet. En France... Je crois même que c'est pire parce que l'ARCEP avait sorti des chiffres l'année dernière et il n'y avait que 4 acteurs qui cumulaient 50% du trafic. Après, tout dépend des horaires aussi. Tout dépend des horaires, bien sûr. Imaginez que le soir, Netflix doit exploser en fait le ratio de bande passante qu'il prend. Il faut savoir que donc ce tuyau, il n'est pas extensible à l'infini et si la moitié est prise par tous ces opérateurs américains, il faut élargir les tuyaux et ça coûte de l'argent. Bien sûr. Alors ils ont fait une étude quand même pour savoir combien ça leur coûterait. Les opérateurs estiment que les GAFAM leur coûtent 28 milliards d'euros. Donc en fait, ils disent maintenant, écoutez, nous on en a marre d'être les seuls à financer les infrastructures, il faut que vous payiez. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que payent ces géants de l'Internet? Ils payent quand même un petit peu aux opérateurs? Alors, c'est une question hyper compliquée. Il y a des accords de peering, d'interconnexion. On ne sait jamais trop parce que c'est des accords secrets qui payent quoi. On se souvient du problème qu'il y avait eu entre Free et YouTube. Bien sûr. Ça s'est réglé à l'amiable et dans le plus grand secret. Les abonnés de YouTube, les abonnés de Free, il y a un moment, n'avaient quasi pas YouTube, ça marchait pas. Quoi. Donc je ne pense pas que Free pénalisait, essayait de restreindre la bande passante volontairement, mais en revanche, ne rajoutait pas d'infrastructure pour que l'abonné puisse voir YouTube dans de bonnes conditions. Donc, il y a eu la même chose avec Netflix aussi, avec Free. Exactement. Oui, tout à fait. Donc, il y a déjà des accords qui existent. Alors, les opérateurs estiment que ce n'est pas assez et veulent vraiment augmenter cette contribution financière. Et pour la première fois,
La Commission européenne dit « Ah mais écoutez, on réfléchit au sujet, on planche dessus, on a suivi l'évolution du trafic pendant la pandémie » et la commissaire européenne à la concurrence, donc Margrethe Vestager, je l'ai bien dit. Bravo Amélie. A dit « Allemand écoutez, première langue. Mais oui, mais elle n'est pas allemande, elle est danoise, je crois, elle est danoise, si je ne me pauvre. trompe. En plus. Mais tu sais, c'est l'héroïne de Borgen, la Mais série. bien sûr, voilà. bien sûr. Donc elle a dit, écoutez, il faudrait réfléchir à une répartition plus équitable. Le mot, c'est équitable, voilà, du financement des infrastructures télécoms. Donc elle va probablement préparer un projet de réglementation là-dessus. Et évidemment, les GAFAM ne sont pas du tout d'accord. Et ils disent, et ils n'ont pas tout à fait tort, c'est nous qui créons les contenus, c'est nous qui apportons de la valeur. C'est pour ça que vos abonnés reviennent vous voir et sont fidèles. Donc, quelque part, vous profitez aussi de nous, ce qu'on crée, et on ne vous demande pas de payer pour nos contenus. Il y a ce premier argument-là. Oui, cela dit, c'est nous qui payons après tous ces Pas services. sur YouTube, par exemple. Pas sur YouTube, mais Ouais. YouTube, c'est un peu une exception. Ouais. C'est l'un des rares services gratuits qui est financé par la publicité. C'est vrai, c'est vrai. En plus. Mais les autres, les Netflix, l'Amazon, on paye, en fait. Ouais, Donc ouais. c'est nous qui choisissons de ce service, finalement. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est ambigu quand même. Voilà. Comme... Il y a ce premier argument et ensuite Netflix dit mais attendez, vous rigolez, moi j'ai fait tout un réseau de distribution où je paye mes propres serveurs. Effectivement, Netflix installe ses propres serveurs chez l'opérateur, propose des interconnexions dans des points d'échange et à chaque fois c'est lui qui fait toutes ces infrastructures-là et il dit mais moi je participe déjà. Donc alors, c'est vrai que Netflix c'est un cas un petit peu particulier, mais il y a débat. Il y a effectivement débat. Qui va gagner? Parce que là, j'imagine que si demain, la commissaire européenne exige que les GAFAM donnent de l'argent aux opérateurs télécoms, ça va ouvrir, ça sera un précédent mondial, finalement. Ah oui, oui. Alors après, c'est pas prêt de se concrétiser quand même, parce que d'ici à ce qu'elle sorte son étude, qu'ensuite il y ait de nouvelles lois qui soient adoptées, il faut que toutes les instances européennes se mettent d'accord. Ensuite, il faudra que dans chaque pays, ça soit appliqué. Oui. Peut-être que d'ici 2-3 ans, ça aboutirait. Ouais, c'est ça. Voilà, donc, mais c'est vrai que les opérateurs télécoms, eux, se frottent les mains. Oui. Parce qu'ils se disent « Ah, ça fait des années qu'ils font du lobbying. Et là, Ouais. c'est la première fois que les choses semblent bouger. Parce qu'effectivement, un opérateur télécom, évidemment, gagne beaucoup d'argent avec les abonnements des opérateurs qu'on paie, mais investissent beaucoup d'argent aussi. En plus, c'est des investissements sans fin. Hein. C'est encore plus de fibres, encore plus de 4G, encore plus de 5G. C'est ça le problème. Et puis ils ont vu en fait leur chiffre, leurs bénéfices en fait diminuer et leur coût au niveau investissement dans les infrastructures énormément augmenter. Et ils disent attendez, nous on regarde ce qu'on gagne, les bénéfices qu'on fait, on regarde les vôtres, les big tech, et en fait vous profitez énormément, vous avez une croissance phénoménale par rapport à nous, donc ce serait quand même plus juste de répartir mieux les frais. Bon, on va pas trancher la question, mais on verra bien. En tout cas, c'est un sujet, vous voyez, qui est assez business, mais qui nous impacte aussi finalement, parce que c'est nous on est au bout de la chaîne finalement, puisque nous payons à la fois les GAFAM, mais aussi les opérateurs télécoms. Tout à fait. On pourrait craindre aussi que les prix, par exemple, de Netflix puissent augmenter si jamais ils devaient rétribuer les opérateurs. Tout est possible. Très bien. Dans l'actualité aussi, c'est encore une fois Elon Musk et Twitter. Alors vous le savez, c'est bien parti pour que Elon Musk puisse racheter Twitter, 44 milliards de dollars. On rappelle la somme, on rappelle aussi le calendrier. Ça devrait se faire d'ici la fin de l'année, si tout va bien. Parce que on ne rachète pas un réseau social comme ça en claquant des doigts. Il faut le financement, il faut l'aval du conseil d'administration, etc. Mais Elon Musk est bien parti avec... sa quasi-OPA, puisque il a été très très pushy. Ça fait un moment qu'il s'intéressait à Twitter. Et évidemment, il communique sur son Twitter idéal qui pourrait arriver dans quelques mois. Et la dernière information en date, Amélie, c'est qu'il aimerait que certains abonnés Twitter payent, en fait, pour être sur Twitter. C'est ça. Donc, alors évidemment, il communique beaucoup sur Twitter et il faut parfois prendre quand même avec précaution ce qu'il dit. Mais là, ça semble quand même très sérieux. Il voudrait faire payer en fait les professionnels. Ce qu'il appelle les professionnels, c'est en fait des entreprises, des gouvernements, tout ce qui serait un peu officiel. Une somme modique, donc probablement quelques dollars par mois. Et en revanche,
il a affirmé que Twitter resterait gratuit pour tous les autres abonnés occasionnels et grand public lambda, quoi. Ouais. Donc ce serait un gros changement parce que pour l'instant, il y a quand même une formule payante qui est testée dans quelques pays depuis l'année dernière. C'est Twitter Blue. C'est un peu un truc de power users, donc vous allez pouvoir avoir des Qui n'est fonctionnalités. pas réservé qu'aux pros d'ailleurs. Hein. Non, voilà, c'est accessible à tout le monde. Ça peut être les influenceurs qui pouvaient Exactement. se payer On peut en service. fait annuler un tweet, par exemple. Et en fait, donc je crois que c'est aux États-Unis, Canada, donc que quelques pays. Et c'est que ça coûte quand même 2,99 par mois. Donc, c'est même pas disponible en France, je crois. Non, pas encore. C'est encore du bêta-test, voilà. etc. Ça semble pas avoir un succès phénoménal et surtout, en fait, c'est pas l'esprit de ce que veut Elon Musk. Lui, il préférerait distinguer vraiment le grand public et les professionnels. Donc, à voir. Et en tout cas, il a absolument besoin de trouver un business model pour Twitter parce que les résultats financiers ne sont pas bons. L'audience est extraordinaire. Ils ont encore acquis de nouveaux utilisateurs. C'est un média d'influence en plus, hein, c'est un média, voilà. qui n'a pas l'audience d'un Facebook ou d'un Instagram ou d'un TikTok, mais une audience qualifiée. Une audience très qualifiée. Avec beaucoup de gens influents. Voilà. Influents, oui, c'est ça. Et donc, Twitter a été créé en 2006. Il y a eu 2 petites années très très courtes où il a été profitable. 2018-2019 et paf, c'est terminé déjà. Donc en fait, ils n'ont jamais créé... Alors c'est vrai que c'est un média gratuit, mais Facebook a bien réussi, alors avec les dérives qu'on connaît, en exploitant les données personnelles des utilisateurs. Twitter ne l'a pas fait et n'a jamais trouvé de solution pour finalement gagner suffisamment d'argent. Et Elon Musk, il emprunte quand même, il fait un crédit énorme pour faire cette offre de rachat. Oui, je crois qu'il emprunte la moitié de la somme. Exactement. Et l'autre moitié, c'est des actions Tesla, en fait. Tout à fait. Et ça va lui coûter une sacrée somme quand même. Une sacrée somme. Je crois que ça va être 20% de ses revenus par an. Qui sont déjà phénoménaux puisque c'est l'homme le plus riche du monde. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il a une fortune estimée à 280 milliards de dollars. Mais malgré tout, 20% de... c'est pas anodin, quoi. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et donc ça lui coûte de l'argent. Il faut qu'il trouve des solutions, il faut qu'il trouve un business model et il faut que Twitter devienne viable. Donc pourquoi pas. En tout cas, nous, ça ne nous concernera pas, donc... C'est vrai. Non, mais ça va être intéressant de voir comment Twitter va évoluer dans les mois qui viennent, avec, vous le savez, cette fonction Edit qui devrait arriver, qui est plutôt pas mal, puisque aujourd'hui, je vous rappelle, quand on écrit un tweet et qu'on appuie sur envoyer, c'est mort. On ne peut pas le modifier. Si on a fait une faute d'orthographe, etc., ça arrive, une coquille, comme on dit, on est obligé de le supprimer. On ne peut pas le modifier. Là, visiblement, bientôt, on aurait cette fonctionnalité Edit. On en avait parlé avec Jérôme. Donc, on pourra modifier, par exemple, quelques lettres, etc. Et en revanche, ça annulerait tous les retweets et tous les likes, ce qui serait logique, finalement, parce que si on modifie le sens du tweet, les personnes qui avaient aimé la première version ne pourraient pas aimer forcément la deuxième. Donc, Alors, ce qui serait vraiment bien, en tout cas, et alors tous ces projets-là, on les doit à l'actuelle direction, donc pas à Elon Musk. C'est enclenché depuis plusieurs mois. Ce qui est bien, en revanche, c'est qu'on garderait l'historique, la trace de tout ce qui a été fait. C'est-à-dire que si on modifie un tweet, il y aura en fait une icône où on pourra consulter ce qui a été écrit avant. Et je trouve qu'au niveau transparence, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal, parce que si jamais Donald Trump revenait, par exemple, et qu'il disait « Oh, j'ai jamais dit ça », ou... Attendez, hop. On va aller regarder dans les registres des tweets pour voir. C'est bien de conserver l'historique. Et bien voilà, actualité, encore une fois, très riche cette semaine. Merci beaucoup Amélie Charnet, journaliste à 0net.com, spécialisée dans les télécoms. Vous restez avec nous. On va maintenant parler d'audio avec une marque emblématique, mythique. Je reçois le porte-parole de Marshall France sur ce plateau. Clément Bauduré s'installe sur le plateau de 01 Hebdo. Bonjour Clément. Bonjour François. Directeur commercial, donc, France, chez Marshall. Marshall, marque mythique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de Marshall, avant de rentrer dans les détails de ces nouveaux produits qui sont tout mignons? Alors tout à fait, la marque Marshall, c'est une marque emblématique du monde de la musique, puisqu'elle a été créée par Jim Marshall en 1962. 1962. Voilà, donc on va fêter nos 60 ans cette année. Ouais. Et c'est d'ailleurs en mémoire à Jim Marshall que le nom du produit, Willen, est défini, puisque Jim Marshall est mort il y a 2 ans. Et il est mort dans un hospice qui s'appelle Willen.
Ah, donc, d'accord. dont le nom du produit Wilhelm. Un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil. Donc D'accord. Jim Marshall, c'est un peu l'inventeur de l'ampli de guitare, d'accord. C'était un fan de musique qui jouait principalement de la batterie. Mhm. Il avait son magasin de musique, donc Marshall bien évidemment, dans le quartier Hanwell de Londres. Et il a commencé à développer des amplis de guitare et partager cette passion de la musique Avec le jack, le fameux jack, le là, fameux jack, tout à fait. qui permettait d'avoir du bon son comme ça, de manière très, très mobile en plus. C'est ça. Alors, l'ampli de guitare n'est pas nécessairement mobile, parce que Mhm. c'est principalement utilisé sur les scènes. Ouais, c'est ou vrai. pour. Mais il n'y en a pas eu des plus petits après, non? Alors, il y a eu plusieurs formats, bien évidemment, Mhm. mais les premiers c'était, amplis sont des amplis à lampe. Ouais. Donc, ce sont des gros amplis de guitare. Oui, qui envoyait du lourd. Qui envoyaient du lourd. Et l'idée principalement de l'ampli de guitare, c'était pour amplifier donc, le son des instruments à cordes pour pouvoir créer certaines distorsions et optimiser une qualité de musique sur scène, mais aussi pour les enregistrements. C'est ça. Donc c'est vraiment une marque qui a su développer et initier des nouvelles technologies À pour l'époque, l'époque, oui, bien tout à sûr, fait, évidemment. pour justement créer des grains de son et des sonorités différentes. Voilà, avec, vous le disiez, ce son, cette personnalisation du son, quoi, en fait, hein, cette patte, en quelque sorte. Tout à fait, parce que l'avantage d'un ampli, c'est qu'on va pouvoir créer des distorsions, avoir une qualité de son qui va être différente en fonction des instruments de musique qu'on joue, mais aussi en fonction des musiciens. C'est une marque qui a beaucoup collaboré avec des groupes mondialement connus. Jimi Hendrix était aussi une des personnes qui a collaboré avec Jim Marshall sur des développements de produits, comme le JCM 800, qui est un ampli historique de la marque. Ouais, bah, c'est vrai que tous les fans de musique des années 60-70 et même plus tard, hein, voilà, vouent un culte incroyable à cette marque. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette marque, elle était B2B finalement, en tout cas réservée aux musiciens, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Et puis est arrivée la technologie. Voilà, en 2010, on le voit derrière vous, 2010, Marshall arrive dans le grand public avec des enceintes, mais cette fois-ci connectées en quelque sorte. Tout à fait. Alors en 2010, la collaboration entre Marshall et Industries, le groupe Industries, a permis à Marshall de commencer à développer des produits. Pour le grand public. Alors pour le grand public, tout à fait, mais pas seulement des enceintes, mais aussi des casques audio. Surtout les casques. Pour pouvoir amplifier la musique dans un utilisation, dans une utilisation quotidienne. Avec le look Marshall. Avec le design iconique de la marque, mais surtout la qualité audio qui fait le savoir-faire de la marque. Donc, juste un mot sur cette qualité audio. C'est important de garder un ADN, on va dire, historique de cette marque. Ça ne doit pas être facile d'ailleurs. Alors, certes, c'est pas facile, puisqu'en plus, quand on optimise le format de certains produits, on fait certains compromis en termes de qualité. Mais Parce que si je branche une guitare là-dessus... Alors, ça ne fonctionne pas déjà, ça c'est sûr. Aucune chance que ça fonctionne, puis il n'y a pas de prise jack sur ce format de produit. Mais oui, en effet, l'objectif, c'est à travers tout le développement acoustique qui est fait sur ces produits, c'est d'avoir un son qui soit en lien avec l'ADN de la marque, donc qui est forcément lié au rock, mais qui permet aussi d'être utilisé pour des écoutes de d'autres musiques également. Mais c'est surtout aussi une signature, puisqu'on va essayer d'optimiser le plus possible la qualité audio à travers l'ensemble de nos produits. Et ce qu'on appelle la signature supérieure audio Marshall pour nos produits. Voilà. Donc vous vous qualifiez comme des enceintes haut de gamme ? Alors, sur ces formats-là qui sont lancés, dont on va parler aujourd'hui, c'est pas forcément... on n'est pas spécialement sur du haut de gamme, hein. On est sur du 99 € pour la petite et 169 pour la moyenne. Mais les produits qui étaient sortis en 2010, là, c'était du haut de gamme quand même, ça coûtait pas mal d'argent, hein, si mes souvenirs sont bons. L'enceinte avec la lance en cuir, Bluetooth, avec les boutons de l'époque et tout, magique. Moi j'en ai une chez moi, formidable quoi. Ah bah, c'est une bonne chose que vous en ayez une chez vous. Bah oui. Et puis, alors c'est vrai qu'on a plusieurs gammes, bien évidemment. On a des gammes d'enceintes résidentielles. Donc là, on est sur des structures bois, etc. Et on est sur des niveaux de prix plus élevés. On est sur du haut de gamme, avec plusieurs voix, etc. Donc une vraie optimisation acoustique pour la maison. Sur les enceintes portables, on est principalement sur du moyen haut de gamme. Et sur les deux nouveautés, on est sur... Oui, de l'accessible. L'accessible, pas de l'entrée de gamme, mais de l'accessible, tout à fait.
Alors, parce qu'il y a les enceintes, mais il y a les casques aussi. Alors, vous êtes venu avec des petits buds, en quelque sorte, hein. Enfin, en tout cas, des in-ears, comme on dit. Mais c'est vrai qu'il y a les casques aussi iconiques, hein, Marshall, qui ont cartonné et qui sont aussi, un peu comme les AirPods, des marques, des signatures de mode, en quelque sorte. Alors, en effet, donc nous, on a plusieurs catégories de produits dans notre offre. On a donc sur les casques audio des casques Arceau, avec le produit qui est le plus emblématique, c'est le casque audio Major, qui est aujourd'hui à sa version 4, d'accord, qui est le form factor avec le design un peu carré. Vous dites version 4, qu'est-ce qui évolue entre la version 1 et la version 4 ? Alors, les évolutions, c'est principalement orienté sur le confort. D'accord. La qualité audio, les nouvelles technologies, on va en parler un peu plus tard sur ces nouveautés-là, mais il y a les puces Bluetooth qui évoluent chaque année, voire même chaque trimestre, avec des nouvelles technologies. Donc il faut faire évoluer les produits pour optimiser la qualité audio, parfois aussi les codecs audio qui évoluent avec cette technologie-là. Donc il faut faire des mises à jour de produits régulièrement pour pouvoir optimiser en permanence la qualité du produit. C'est pour ça qu'on a plusieurs versions. C'est d'ailleurs ici la deuxième version de la version Humberton qui a été annoncée lundi et qui sortira le 2 juin en magasin. Tout ça sort le 2 juin, c'est ça ? Alors, la Humberton 2 sortira le 2 juin et la Willen sortira le 30 juin. D'accord, très bien. Voilà. Ça, c'est les deux nouveautés. Deux grosses nouveautés Marshall, donc on récapitule, hein, les amplis guitare, etc. Ça existe toujours pour les pros, machin. Après 2010, le début de votre aventure dans le Bluetooth pour toucher le grand public, les enceintes, les casques, et donc après une déclinaison de tous ces produits. Et ça, c'est les nouveautés. Parlez-moi des petits écouteurs là, que vous avez sur le côté. Alors, les petits écouteurs, c'est vrai que étant une marque historique du son, on était plutôt connecté sur du filaire. Le marché s'est quand même nettement dynamisé sur ce qu'on appelle True Wireless, écouteurs sans fil, avec l'arrivée notamment d'AirPods, qui sont un peu les pionniers sur le domaine. Et c'est vrai qu'on n'avait pas de produits True Wireless, puisqu'on était plutôt orienté sur du filaire et du Bluetooth, et surtout sur du casque Arceau, qui était vraiment notre savoir-faire. Oui, parce que c'était justement un peu iconique, quoi, en quelque sorte. Et c'était des produits différenciants. Exactement. Donc du coup, ce qu'on a essayé de faire, nous, à travers le développement d'un produit sans fil, c'est d'optimiser la qualité acoustique, la qualité audio du produit, mais aussi arriver avec un design iconique et vraiment différenciant de ce qui existe sur le marché. On le voit directement avec la caisse qui reprend la signature du design de la marque avec ce vinyle. Oui, cet aspect granuleux. Exactement, ouais, cet aspect granuleux du vinyle qu'on retrouve également sur les amplis et sur l'ensemble de nos produits, mais aussi avoir une application qui permet de facilement régler les différentes fréquences, optimiser la qualité du coup audio en fonction des musiques que l'on va écouter, et aussi des technologies comme l'annulation de bruit actif. Ce True Wireless est sorti ? Oui, il est sorti au mois de septembre l'année dernière. D'accord. Et il est présent... Et vous êtes satisfait des ventes ? Enfin, on sait qu'aujourd'hui, Apple lamine ce marché avec ses AirPods. Vous arrivez à vous faire une petite place au soleil avec ces produits ? Alors, c'est sûr qu'il y a une vraie dominance d'Apple, mais il y a aussi l'arrivée d'autres produits, d'autres marques. Et puis, je pense que les consommateurs ont aussi envie d'avoir des produits différenciants en lien avec ce qu'ils aiment écouter et des fonctionnalités qui les intéressent. Et je pense que c'est le cas d'ailleurs, on prend des parts de marché. C'est nouveau pour nous. Et du coup, c'est vrai que quand on est nouveau sur ce domaine, les ventes ne sont pas extraordinaires pour le moment, mais il y a une vraie évolution des ventes sur cette catégorie-là chez nous. Oui, et ces True Wireless, ils sont à quel prix là ? Ils sont à 199 sur la partie ANC. On a un autre produit qui est à 129, mais on est quand même très satisfait des performances, surtout que on est très contraint au niveau des stocks par rapport aux disponibilités et à la production. Pénurie de semi-conducteurs, etc. C'est vrai que tout le marché de l'audio souffre évidemment beaucoup de ces pénuries de semi-conducteurs. Voilà. Juste une question, parce qu'on voit bien la gamme, mais il y a quand même, on va dire, une tendance qui est sur le multi-room, ces enceintes qui sont Bluetooth, mais qui sont aussi Wi-Fi. Vous avez jamais choisi de prendre cette direction-là ? Alors, on l'a choisi de prendre cette direction-là il y a 4 ans. On a sorti toute une gamme d'enceintes Wi-Fi connectées, voire même certaines étaient en
connexion Google, d'accord, donc avec Google Home. Avec Google Home intégré. Ouais. Ça a fonctionné, mais il s'est avéré qu'on a fait une étude et que la plupart des utilisateurs n'utilisaient pas réellement la fonction multi-room, voire même très peu la fonction Google multi-connecté, Google Home. C'est le Bluetooth en fait qui cartonne aujourd'hui. En fait, on s'est rendu compte que c'était un segment qui était délaissé par certains de nos confrères. Et du coup... Là, vous avez réinvesti le Bluetooth. On a réinvesti le Bluetooth. On a très forte part de marché sur la partie Bluetooth résidentielle, puisqu'on est une des seules marques à proposer du pur Bluetooth. À savoir également qu'il y a des nouvelles technologies sur lesquelles on est en train de travailler en ce moment. On va renouveler notre gamme d'enceintes résidentielles sur la fin d'année et on intégrera des technologies Bluetooth qui nous permettront de faire du multi-room, du broadcasting. Le Bluetooth, comme vous le disiez, le Bluetooth évolue. Aujourd'hui, il existe du Bluetooth mesh, quoi, en quelque sorte. Exactement. Qui peut discuter avec plusieurs enceintes. C'est déjà d'ailleurs le cas avec certains... comment on appelle ça, casques audio, qui peuvent partager la connexion avec un deuxième casque. Si par exemple on est sur un iPad et qu'on est deux à vouloir écouter le son sur deux casques différents en fait. Tout à fait. Tout à fait. La technologie Bluetooth permet justement le broadcasting, donc avoir plusieurs appareils qui soient plusieurs appareils pour écouter la musique avec une seule et même source. Et bien voilà, les nouveautés Marshall, donc en juin sortiront ces deux petites enceintes toutes mignonnes. Merci beaucoup Clément Bauduré, directeur commercial France de chez Marshall. On enchaîne tout de suite et ça va être notre rendez-vous de Tech Care, bien sûr, comme chaque semaine dans 01 Hebdo. Notre rendez-vous Tech Care donc avec Orange et j'accueille sur ce plateau Anas Basso. Bonjour Anas. Bonjour François. Vous êtes le fondateur de Mouvance et vous êtes ici pour nous parler du lancement de votre application qui accompagne les Français vers une mobilité plus responsable tout en étant récompensés. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est Mouvance ? Mouvance est l'application pour tous les Français désireux, soucieux de leur empreinte environnementale et qui souhaiteraient donc à la fois mesurer leur empreinte carbone, mais aussi et surtout agir sur leur empreinte carbone. Mouvance s'articule sur à la fois cette capacité donc, de mesurer l'empreinte carbone liée à la mobilité de façon automatique, donc sans effort fourni par l'utilisateur, mais surtout sur sa capacité à accompagner les utilisateurs de façon ludique, sans effort, vers une mobilité plus durable et plus sûre. Concrètement, expliquez-nous à quoi sert votre appli en nous donnant un exemple tout simple. Je pars, je ne sais pas moi, d'ici de la radio pour aller de l'autre côté de Paris. Comment vous allez pouvoir me rendre, enfin en tout cas mes déplacements plus vertueux en quelque sorte ? Donc, quand vous allez vous déplacer pour faire votre trajet domicile-travail, donc vous allez emprunter potentiellement votre voiture ou une combinaison de moyens de transport. Donc, grâce à l'application Mouvance, c'est ce qu'on appelle le multimodal aujourd'hui. Exactement, donc une mobilité multimodale qui est de plus en plus présente, que ce soit en Île-de-France ou un peu partout en France. Et donc, grâce à l'application, je vais avoir le bilan carbone de ma mobilité au quotidien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que grâce à cette mobilité, je gagne des points. C'est des points qui vont être variables en fonction des moyens de mobilité que je vais emprunter. Grâce à ces points, je vais avoir accès à des avantages chez des partenaires de mobilité durable, parce que Mouvance se veut aussi une facilitatrice de cette mobilité durable. D'accord. Des avantages. Une récompense en fait. Une récompense, tout à fait. Pour nos actes vertueux. Exactement. Donc ce sont des récompenses. Ou de la capacité, grâce à mes points, de financer des projets associatifs pour des causes environnementales. Donc en faisant ça, c'est-à-dire que pour nous, l'idée c'est que grâce à ces récompenses, vous allez aussi avoir la capacité de découvrir de nouvelles offres de mobilité que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de découvrir auparavant et potentiellement vous inscrire dans une mobilité plus durable. Plus durable. Évidemment, alors on va faire un petit point. Qu'est-ce qui est le plus, on va dire, vertueux ? C'est la marche. La marche, oui, tout à fait. Là, on a un coût de fabrication qui est à zéro et on n'émet pas de... Voilà, et donc si par exemple je marche plus avec votre application, je serai récompensé aussi ? Oui.
Oui, vous serez récompensé. Dans la version actuelle, ce n'est pas encore intégré, mais ça va venir très très vite. Dans les semaines à venir, la marche sera aussi intégrée et vous serez aussi récompensé quand vous allez marcher avec l'application. Mais comment faites-vous pour savoir quel moyen de locomotion je prends automatiquement? Il faut que je vous le dise? Ou est-ce que vous avez des algos, des capteurs, etc. qui détectent si je suis à vélo, si je suis en voiture, si je suis en trottinette ou à pied? Donc on a des algorithmes qui vont automatiquement détecter le moyen de transport que vous allez emprunter et aussi calculer la distance que vous avez emprunté grâce à un moyen de transport, au moyen de transport que vous avez utilisé. Donc la combinaison des deux nous permet de calculer automatiquement l'émission carbone de votre mobilité. Et donc ces algorithmes vont s'appuyer sur des données qui sont issues de votre smartphone, qui sont des données qui viennent de l'accéléromètre principalement. Et donc grâce à des données d'accélération, de variation de cette accélération, on sait détecter quel moyen de transport vous empruntez. Après, si je prends une voiture, il y a plusieurs types de voitures qui ont plusieurs types de pollution, en quelque sorte. Si je prends un diesel, je ne vais pas polluer de la même manière que si j'ai un véhicule électrique ou hybride. Là, comment vous arrivez à savoir que je suis dans une voiture diesel ou une électrique? Quand on accueille l'utilisateur sur l'application, on va lui demander un ensemble d'informations qui vont nous permettre d'être plus précis. Vous allez dresser mon profil en quelque sorte? Exactement. Donc on va vous demander votre immatriculation par exemple. Et ça nous permet de récupérer automatiquement les caractéristiques de votre véhicule et par conséquent être précis dans l'émission, le calcul de l'émission carbone de votre véhicule. On peut le faire aussi a posteriori dans l'application. On va régulièrement demander à l'utilisateur de nous donner des informations pour gagner en précision. D'accord. C'est pareil, vélo musculaire ou vélo électrique, ça n'a pas le même impact. Donc Exactement. Là aussi, vous nous demandez quel type de vélo on a. Oui, ça c'est donc pour les vélos aujourd'hui on confond les types de vélos. D'accord. Demain, ça va être exactement ce que vous venez de dire. Donc c'est-à-dire qu'on va demander aussi à l'utilisateur, sur la base déclarative, de nous préciser quel type de vélo il utilise. Alors, l'idée, pour vous, c'est vraiment de calculer notre empreinte écologique lorsqu'on se déplace, ou est-ce que vous nous conseillez aussi des types de moyens de locomotion pour que d'un point A à un point B, je puisse polluer le moins, par exemple? L'application Mouvance, donc oui, la mesure, c'est la première étape, mais pour nous, l'objectif, c'est de vous amener vers une mobilité plus durable et aussi vous amener à adopter des gestes plus éco-responsables en termes de mobilité. Et donc, pour ça, on s'inscrit dans une logique d'acculturation. Donc, Mouvance, ce n'est pas l'application que vous allez consulter pour savoir si, pour aller de chez vous à votre travail, quel moyen de transport vous devez emprunter. Mais c'est l'application qui, grâce à son apprentissage, donc elle va apprendre vos comportements et elle va vous conseiller à un moment donné, elle va vous dire, par exemple, pour votre domicile-travail, ça peut être intéressant de tester tel ou tel moyen de transport. Ça va vous permettre de réduire de temps votre empreinte carbone. Donc, on est vraiment sur une logique d'acculturation plutôt que dans une logique de prescription au moment où je fais mon trajet. Très bien. Vous parliez tout à l'heure de récompense. Quel type de récompense concrète je peux avoir pour, si j'utilise votre application de manière sérieuse? Donc concrètement aujourd'hui, il y a d'ores et déjà un ensemble de récompenses dont les utilisateurs peuvent bénéficier. Il y a j'ai la capacité d'avoir par exemple 2 fois 30 minutes gratuites de DOT grâce à mes points. D'accord. Je peux aussi. Donc c'est quoi? C'est les trottinettes, les vélos? Ce sont les trottinettes électriques et les vélos électriques en libre service. D'accord. Je peux aussi avoir des offres exclusives sur le fait de tester des véhicules électriques en leasing sans engagement sur un mois avec une réduction de plus de 50% par exemple. Ce qui permet aussi de tester un ensemble de véhicules, de nouveaux modes de mobilité. En fait, c'est des récompenses qui nous permettent de vivre aussi de nouvelles expériences vertueuses de mobilité. Exactement. C'est ça aussi. Hein. Exactement, c'est le but. Et on a un ensemble qui va en venir. C'est aussi, on a aussi des partenaires dans le tourisme pour favoriser aussi le tourisme à proximité. Donc, avec qui on est en train de travailler sur des offres exclusives pour nos utilisateurs. Donc l'univers est relativement riche et varié. Bien sûr, et avec aujourd'hui une diversité d'acteurs dans ce domaine qui est importante. Exactement. Merci beaucoup Anas Mbasso, vous êtes le fondateur de Mouvance, donc une application qu'on peut d'ores et déjà télécharger sur votre smartphone
si le cœur vous en dit, si vous avez envie de vous prendre au jeu. Merci. Merci beaucoup, merci François. Il est temps maintenant d'accueillir Margot Duchesne, comme chaque semaine pour terminer ce 01 Hebdo. C'est notre rendez-vous avec ses applis préférées. Et oui, notre spécialiste des applis nous a rejoint. Bonjour Margot. Bonjour François. Margot Duchesne, journaliste à 01 TV. Alors Margot, aujourd'hui tu as décidé Cocorico. Cocorico, oui, en fait, je ne sais pas pourquoi. Made in France. Le Made in France est à l'honneur cette semaine. J'avais envie. Non, mais ça arrive de temps en temps. Je me dis, il faut diversifier un petit peu les choix. Cela dit, tu parles beaucoup d'applications en général qui sont made in France. Oui, c'est vrai. D'une manière générale. Françaises. Ouais. Mais j'ai vu celle de Cocorico et je me suis dit, comme il y a des avancées cette semaine et plus particulièrement aujourd'hui, je me suis dit, allez, petit focus sur Cocorico et accompagné d'une autre application française tout de même. Parce qu'une application, c'est des fois un petit peu light. Alors, première appli. Cocodico, donc du coup, elle est née en septembre 2021, donc elle est toute récente. Et il y a des améliorations, du coup, aujourd'hui. C'est un annuaire du Made in France avec plein de références de beaucoup de produits, justement, Made in France, encore une fois. Donc, on va prôner l'artisanat, on va prôner le commerce équitable et surtout proche de chez nous, local. Donc, du coup, on a une base... Alors, attends, si j'ai bien compris, c'est quoi? Ouais. C'est une appli de commerce? Ouais, c'est ça, c'est un catalogue. Et un référencement. Donc, mais qu'avec des produits français certifiés. Voilà, c'est ça, exactement, avec des labels aussi parfois. D'accord. Et donc, du coup, on va pouvoir trier ces produits, les sélectionner, les choisir. Et puis, on a par exemple une petite map avec les boutiques qui sont autour de chez nous et qui font du Made in France. Ça nous permet aussi de ne pas avoir à chercher pendant des heures sur des sites, vraiment vérifier à chaque fois si c'est du Made in France ou pas. Oui, et puis parfois, l'information, elle n'est pas très claire. Oui, voilà, exactement. Alors que là, au moins, c'est tout référencé, on est tranquille, on ne peut pas se tromper. Donc du coup, c'est un catalogue, un annuaire. Et au lieu de faire une recherche par marque, on va avoir une recherche par produit. Et donc du coup, c'est ça qui est aussi intéressant. C'est un véritable annuaire. Et si vous voulez, dans un premier temps, ils voulaient travailler en direct avec les commerçants et les artisans directement. Et puis ils se sont rendus compte que que ça demandait beaucoup de travail, que c'est très pénible. Et donc du coup, ils ont décidé de faire une automatisation pour avoir plus de produits aussi, pour que ce soit plus régulier, plus rapide. Donc au lieu d'avoir 11 000 produits comme c'est le cas maintenant, on est à 15 000 aujourd'hui. Et en septembre, ils viseraient même 44 000 produits, ce qui est déjà quand même plus conséquent. Et donc, ils sont connectés où alors? Sur des boutiques directement? Oui, voilà. Au lieu d'être chez les artisans, là, en fait, ils ont passé des accords avec les commerçants. Oui, c'est ça, au départ. Et puis aussi les sites internet des commerçants, ça va être les boutiques, il y a beaucoup de connexions. Et puis au fur et à mesure, ils se sont dit quand même, pour aller plus vite, pour avoir plus de produits, il faut quand même passer la seconde. Et donc du coup, là, ce sera plus automatisé. Et vraiment, ce qu'ils veulent devenir, dans l'idée, ils veulent devenir en fait le Yuka du Made in France, pouvoir prendre une photo, un objet en photo et se dire est-ce que c'est ou non du Made in France, et puis après on propose une alternative si c'est pas le cas en fait, tout simplement. L'application elle reste gratuite pour tous les utilisateurs, ça c'est un point d'honneur, c'est vraiment important pour eux. Et puis par contre on a pour les commerçants, ils veulent mettre en place plusieurs systèmes, soit ça reste gratuit mais dans ce cas-là ils ajoutent eux-mêmes et manuellement leurs produits à chaque fois, soit ils le font par affiliation, donc dans ce cas-là ils prennent une com sur justement les produits qui sont ajoutés, ce qui est totalement logique, ou alors un abonnement de 30 € par mois, ce que je ne trouve pas non plus excessif, avec justement ce système d'API, avec cette interface de programmation d'application. On trouve de tout. On trouve du Made in France. Mais vraiment de tout. On va trouver de la déco, on va trouver aussi des accessoires pour les animaux. On va trouver pour la mode, que ce soit hommes, femmes ou enfants. Il ne doit pas avoir beaucoup d'électronique en revanche. Non, pas énormément, c'est vrai. Et puis, après, c'est aussi une éthique, c'est aussi une logique. C'est une manière de vivre. C'est pas là-dessus que tu vas venir acheter un smartphone, en revanche. Mais pour faire des petits cadeaux mignons. C'est ça. Il y a aussi une petite catégorie des cadeaux. On choisit 3 petites catégories, on remplit nos critères. Et puis là, on va nous proposer des cadeaux qui sont plus respectueux de l'environnement, tout simplement, et plus ludiques. L'autre appli que tu as sélectionnée pour nous, c'est Cybelle. Oui, Cybelle. Alors Cybelle, c'est un peu plus connu quand même si c'est assez récent. C'était l'été 2019, le moment où vraiment ça a commencé à être sur les marchés. Et là, celui-ci, on le retrouve partout. C'est tout simplement un service audio français qui va proposer aussi bien du podcast, du documentaire audio, du livre audio. Ça va être aussi de la fiction, ça va être aussi le replay radio ou alors encore du contenu jeunesse. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tout le monde. Et il y a vraiment une
profusion de contenu. Il y a énormément de contenu et il y a même des créations originales. Donc là, c'est vraiment en partenariat avec les studios. Donc il y a un vrai travail de production. C'est une coproduction avec ces studios. Et donc là, on va avoir du contenu pareil, pour tous les âges. Et un vrai travail avec des comédiens, avec un jeu d'acteurs, pour vraiment offrir quelque chose de qualité. D'accord. Donc en fait, c'est quoi? C'est un spécial. On trouve quoi? Ça raconte des histoires, il y a des podcasts. Ouais, voilà. On a vraiment de tout. Aussi bien, on va pouvoir retrouver ce qu'on retrouve par exemple sur Spotify avec tous les contenus podcasts ou sur d'autres. Pas la musique, en revanche. Non, on n'aura pas de musique, mais ce sera vraiment tout ce qui est podcast. Donc ça va être des histoires. Et puis il y a aussi ce que je disais, des documentaires audio. Donc ça dépend aussi de la durée, de ce qu'on vise, de ce qu'on aime. Il y a même des contes pour enfants. Il y a un partenariat avec Disney. Donc en fait, toutes les créations Disney, elles ont été mises justement à la portée des enfants parce que Cybelle, c'est pas que pour les adultes, mais c'est aussi pour les enfants. On a des comptes, on a Cybelle Kids qui existent dans l'abonnement justement à 3,99 par mois pour les abonnés. Et depuis peu, c'est aussi accessible en mode freemium, ce que je trouve plutôt sympa. Par contre, on n'aura pas les créations originales, on n'aura pas le contenu Disney et on n'aura pas le contenu Media One qui est les radios. Qui est un producteur en fin de... Voilà. Mais, et on a de la pub? On a de la pub. En tout cas sur Freemium, ce qui est quand même logique. On va avoir de la pub, mais on a quand même beaucoup de contenu et c'est accessible depuis quelques mois. Et alors là, la nouveauté, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, c'est ce qui est à venir. Ce sera, déjà, ils veulent arrêter, ils veulent pas que l'application soit qu'en français, elle est déjà en espagnol et ils veulent vraiment étendre à l'international avec l'anglais. Et puis depuis cette semaine, on a aussi le replay radio, donc ce qui est totalement nouveau. Et puis on a aussi accès à un Android automotive. Donc là maintenant on aura accès à Cybelle dessus directement dans notre voiture. Et c'est vraiment ça, Cybelle, c'est le fait que ça vous suive tout le long de la journée. Vous allumez la radio avec Cybelle le matin et puis après vous continuez dans la voiture, vous allez écouter un podcast et puis le soir vous allez écouter une petite histoire avec votre enfant par exemple ou tout seul pour vous endormir parce que c'est vrai que les écrans, il faut pouvoir trouver une alternative aussi bien pour les grands que pour les petits. En fait c'est un peu un Netflix audio. Oui voilà, c'est ça, tout simplement. Voilà. Avec des belles créations originales et puis du contenu intelligent, aussi bien culturel, divertissant et aussi bien éducatif. Voilà. C'est vraiment assez complet Cybelle, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que l'audio c'est cool quand on est dans la voiture, le fait d'écouter comme ça des programmes originaux. Dans la journée, on n'arrive pas à être devant un écran à regarder une vidéo. Donc c'est aussi ça, c'est trouver ce côté alternatif. Et puis se faire écouter des histoires, c'est quand même incroyable. Et puis on fait marcher son imagination. Exactement, un petit peu, comme son la lecture. Imaginaire. Comme la lecture. Et oui, et donc du coup on apprend aussi du vocabulaire pour les enfants et c'est déjà plus complet. Voilà, ça s'appelle Cybelle avec un Y, s'il vous plaît. Oui. Voilà, merci Bako. Ça vient de décibels. Ben voilà, bien sûr. Il y a quand même une connexion. Merci Margot. Je t'en prie. Margot Duchesne, donc, pour sa petite sélection d'applis Made in France. Et c'est avec toutes ces belles choses que se termine ce 01 Hebdo. Et bien voilà, quasiment une heure qu'on a passé ensemble, ça passe très très vite. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à écouter et à regarder cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine sur 01 TV, un peu partout, sur tous vos écrans et puis sur la chaîne 01 TV. À très vite, à la semaine prochaine.